Bonsoir à tous. Bonsoir Séverine. Bonsoir Pascal. Voilà, bon, ça va. Je pense que c'est la chaise, votre chaise est un petit peu mal réglée. Je pense que ce sera nettement mieux le lundi prochain. Ah ouais, bébé, ça. C'est mieux la plus qui moins. C'est pas possible. Je mettrai un petit coussin. Ben écoutez, nous sommes déjà, je crois, c'est le troisième lundi de l'année. Donc le 16, c'est ça, le 16 janvier, ça va très très vite. Apparemment, c'est le jour où le plus, vous voyez, donc on met des jours bleus, mais c'était le Monday Blues, je crois que c'est ça. C'est le jour où on ne supporte pas, mais c'était vraiment un véritable fiasco, puisque c'était simplement pour la com donc d'une compagnie aérienne pour faire vendre un petit peu. Donc voilà, donc c'était tout un peu mélangé. Mais en tout cas, sachez que le lundi chez nous, c'est le sport, c'est la gaieté, et puis on essaie de faire le maximum. Bien évidemment, vos vacances se sont bien terminées, l'année a bien débuté aussi, c'est vrai? Oui, ça a été année qui débute tranquillement, doucement, avec du sport toujours. Et bien sûr, on n'a pas le choix. Ouais, tant qu'on a cette possibilité, ce privilège aussi, bien écoutez, nous vous adressons encore à nouveau, parce que nous avons jusqu'à la fin du mois pour vous adresser, pas nos voeux, mais ce qui vous semble bon en tout cas à faire chez vous. Des invités, nous en avons sur le plateau honneur aux dames, puisque avec Priscilla Romain, que nous avons déjà commencé à entamer un bon travail, et elle est avec nous aussi, Priscilla Romain, puisque elle est fondatrice de Offensive Sport Mag, donc on en saura un peu plus dans quelques instants, et puis qui était sur l'eau, avec la voile traditionnelle. Donc avec elle, nous verrons aussi ce challenge rapide. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Pascal, bonsoir Séverine. Merci beaucoup. Je salue aussi Monsieur Daniel Marius, que nous saluons bien évidemment, c'est un confrère. Voilà. Si vous nous avons avec nous Kevin Ira. Kevin Ira, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Président, donc, pas président, il était président, donc de très beaux clubs des abîmes que vous connaissez, Karoukira Assainissement, KPDL, malheureusement, qui n'existe plus. Non. Qui existe, mais qui lui n'existe plus. Le président n'est plus président. Donc on verra, il y a pas mal de choses qu'on va décortiquer en tout cas avec lui. C'est pas si vous voulez un petit mot peut-être pour nos invités, oui, un petit mot avec bien sûr Priscilla, avec qui on va revenir sur l'activité qu'elle a couverte pour nous ce week-end, et puis sur justement aussi sa plateforme sur laquelle on peut découvrir pas mal de choses et où elle s'investit beaucoup pour le monde sportif, et que ça soit chez les jeunes et voilà, dans toutes les tranches d'âge, on va dire, il n'y a pas de restriction pour elle. Et qu'après tout le monde vous oui. Ça fait des années, même avant qu'elle crée donc Offensive Sport Mag, elle était déjà sur le terrain, et c'est vrai, ça faisait énormément plaisir. C'est vrai qu'il y a d'autres jeunes aussi qui font plaisir. Là, nous sommes dans le domaine du cyclisme, parce que nous verrons aussi en deuxième partie, Séverine, il y a du foot, il y a du basket. Il y a du basket, il y a du hand, beaucoup d'activités. On parlera également du tournoi féminin de tennis qui aura lieu donc toute cette semaine à Petit-Bourg. Donc on reviendra également là-dessus. Donc beaucoup d'infos sur le sport, comme d'habitude. Et puis voilà, et puis il y a ce petit côté décalé aussi qui arrive, côté citation. Donc c'est en deuxième partie avec le président, j'appelle toujours président, mais les plus présidents, Kevin Ira. Pourquoi est-ce que vous avez jeté l'éponge? On va droit au but. Après, on va détailler, on va développer. Tout de suite. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passait mal? Déjà, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Je profite de l'antenne aussi pour souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à l'ensemble de la population guadeloupéenne, à l'ensemble des sportifs guadeloupéens et en particulier les cyclistes dans le peloton du cyclisme. Alors, pour revenir à la question, c'est vrai que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. C'est vrai que ça fait quand même 6 années que je suis président de cette équipe Karoukira Assainissement PDL. Il faut savoir que le rôle de président, c'est quand même un poste qui demande énormément de responsabilités. C'est énormément de sacrifices aussi. C'est du temps, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'argent personnel aussi, qu'on doit mettre aussi quand il le faut. Et tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ça fait beaucoup. Je suis jeune quand même, je vais avoir 36 ans cette année. J'ai été président, j'avais même pas encore 30 ans. C'est pour vous dire que voilà, ça fait beaucoup. Je l'ai dit sur les réseaux, j'ai passé quand même les 6 plus belles années de ma vie avec cette équipe.
de Karakira Assainissement PDL, mais j'avais aussi le sentiment d'avoir fait un peu le tour. On a tout remporté, cette équipe qui a été construite en 2016 et dont j'ai pris la présidence en 2017. On a remporté des victoires partout, en Guyane, en Martinique, à Marie-Galante, sur le Tour de la Guadeloupe, avec 4 victoires, 8 podiums, un titre de champion de la Caraïbe avec la Lutin. Franchement, j'avais vraiment le sentiment d'avoir fait le tour, d'avoir fait ce que j'avais envie de faire, avec un conseil d'administration qui m'a toujours fait confiance et en qui je remercie d'ailleurs toute mon équipe dirigeante, tous les coureurs qui ont porté nos couleurs. Certains sont partis, d'autres sont revenus. Mais en tous les cas, je tenais vraiment à remercier tous ces coureurs qui ont participé aux belles pages que nous avons écrites, puisque les titres aussi de champion de la Guadeloupe par équipe, champion de la Guadeloupe avec notre section féminine qui a tout remporté dans toutes les catégories, cadettes, juniors, seniors, dames. Franchement, j'ai envie de dire, le bilan, il est tellement beau, il est tellement magnifique. Il me restait une chose à faire, c'était l'école de vélo pour les enfants, qui a pris naissance il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui a commencé avec 3 enfants, 3 de mes neveux et nièces et le fils d'Éric Claire, Lucas. Et aujourd'hui, on compte une trentaine d'enfants. Fallait le lancer, fallait qu'il y ait une suite. Et aujourd'hui, je suis content puisque j'ai envie de dire, j'ai semé les graines et j'espère que dans quelques années, parmi ces enfants, il y aura peut-être des futurs champions et des futures championnes de la Guadeloupe. Ouais, c'est vrai que je serais tenté de vous demander, surtout de vous dire aussi, quand on aime comme ça, on ne quitte pas. Même si vous, comme quelque part, vous pensez avoir réussi le Grand Chelem, on sait que vous n'avez pas la langue de bois. Il vous a manqué le Tour de la Guadeloupe, ça. Oui, c'est sûr. Et vous avez toujours œuvré aussi pour un cyclisme quelque part endogène. On l'a vu avec cette motion qui a apparu en 2012-2013, ce cyclisme endogène. Mais vous aussi, vous n'étiez pas trop en faveur aussi donc de ces escales communautaires, de ces coureurs qui arrivent. Ça aussi, Président, certainement, ça vous a touché, peut-être poussé un petit peu vers la sortie, non? Je dirais pas. Un peu déçu? Bon, déçu, oui et non, mais... Comme je dis, le travail on a mené, je pense qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se sont ressentis dans ce travail qui a été fait avec des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Antillais. Et aujourd'hui, quand je donne le bilan de tout ce travail qui a été réalisé, je suis fier, je suis content. Et puis, il faut voir plus loin. Moi, je l'ai toujours dit, ma plus grande fierté, ce n'est pas forcément les victoires que nous avons eues tout au long de l'année, mais c'est de voir des jeunes que j'ai connus qui étaient au lycée, qui sortaient du lycée. Aujourd'hui, ils ont construit leur foyer, ils ont une maison, c'est magnifique, ça. Ils ont un travail. C'est magnifique. Mais comment est-ce que vous, le regard que vous avez sur le cyclisme aujourd'hui? Aujourd'hui, le président Frédéric Théobald demande effectivement que le règlement soit respecté. Ça, on le comprend, on ne peut pas aller à l'encontre de tout ça. Et aujourd'hui, pas d'extra communautaire, sauf si on est dans les règles. Et aujourd'hui, c'est la porte ouverte à l'Europe. Comment est-ce que vous voyez ça? Pour ou contre? J'ai envie de dire que c'est pas forcément la solution. C'est pas la faute du président Théobald. C'est les présidents de clubs qui ont cette volonté aussi d'aller chercher des coureurs ailleurs. C'est pareil. Si aujourd'hui je décide d'aller chercher des coureurs européens, c'est la volonté du club, mais pas forcément du président du comité. Moi, j'ai pas dit ça. Non, moi j'ai toujours été clair à ce niveau. Le si peu que j'avais, j'ai préféré le donner à mes coureurs. C'était aussi simple que ça. C'était travailler avec eux, les aider, les accompagner. Et voilà. Mais après, je suis ni pour ni contre. Chacun mène sa politique, chacun a sa vision pour le sport en Guadeloupe. Et après, vous l'avez dit ici même sur le plateau. Comment? Vous l'avez dit ici même sur le plateau que vous étiez pour cette jeunesse. Toujours. Je pense que j'ai milité toujours pour ça. C'est peut-être dit différemment, subtilement, mais on a très bien compris. Oui, Alors justement, vous disiez dans votre parcours jeune président, aujourd'hui vous en avez 36. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà en tant que jeune à 30 ans de se dire que je vais quand même prendre la présidence d'un club et pas d'un petit club, et qu'il a fallu aussi construire, mettre votre patte, et aujourd'hui vous sortez quand même avec cette fierté d'avoir accompli votre mission, mais peut-être vous dire que vous avez encore plein de choses à faire derrière? Alors c'est vrai, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, pour moi c'était un rêve en fait.
C'était un rêve puisque quand j'étais enfant, je rêvais déjà d'avoir une équipe composée des meilleurs coureurs guadeloupéens et non pas des coureurs extérieurs. Mais j'avais cette volonté déjà depuis enfant de me dire un jour, j'aurais aimé avoir une équipe composée des meilleurs coureurs guadeloupéens. Et ça a été chose faite en 2018, où notre équipe a représenté brillamment la Guadeloupe autour de la Guyane. Donc notre équipe Karoikira Assainissement PDL, où nous avions remporté quand même 4 victoires, nous avions fait 6 podiums. Donc j'ai envie de dire, cette sélection de la Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de les diriger, ces coureurs, et avec beaucoup de fierté. J'ai vu par exemple un coureur comme Romain Vinto, qui a gagné jusqu'à présent sa seule victoire, mais c'était sous nos couleurs en Guyane. On a eu aussi Loïc Laviolette, qui avait fait une démonstration en Guyane, alors que tout le monde s'attendait à Larry Lutin, et qui avait terminé sur le podium du Tour de la Guyane. Donc, le sentiment du travail qui a été fait et bien fait, où les jeunes coureurs guadeloupéens ont été mis en avant, ont été mis sous les feux des projecteurs, et forcément, c'est avec beaucoup de fierté, comme je l'ai dit, et puis cette belle section féminine aussi, que j'ai pris plaisir à voir naître en 2018, où depuis 2018, on a quasiment tout gagné en Guadeloupe, dans toutes les catégories féminines. Donc voilà, maintenant l'heure est venue pas de tourner la page, puisque je serai toujours deuxième vice-président au sein du club. Je vais m'occuper des enfants, mais je vais quand même laisser place aussi à quelqu'un qui va venir aussi avec cette même volonté. Vous n'êtes pas parti, président, vous n'êtes pas parti. Non, du tout. Je pensais que vous avez complètement quitté, pas vous? Ah non. Le deuxième vice-président, mais vous êtes aux affaires. Ben, bien sûr, on est là. Ben, après, comme je l'ai dit, c'est le bilan que vous avez fait. J'ai une impression que... c'est un travail qui va continuer. C'est un travail qui va continuer. Et j'ai tenu à rassurer ceux et celles. Non, je ne quitte pas comme ça d'un coup de tête. Non, loin de là. Simplement, comme je l'ai dit, le rôle de président demande énormément. C'est beaucoup d'usure aussi. Et des fois, on a envie de couper un peu, de passer la main, et avec quelqu'un qui est à 100%. Vice-président, que devient aujourd'hui le plus gros de vos partenaires? Alors, Karoikira Assainissement, alors ça aussi, je voulais en venir dessus. Du tout. Et j'ai entendu beaucoup de choses à droite, à gauche, Karoikira Assainissement a lâché. Non, du tout. Déjà, je voulais remercier ce partenaire, Karoikira Assainissement, puisque durant 6 ans, il a fait ce que, j'ai envie de dire, aucun partenaire peut-être a fait en Guadeloupe. À lui seul, il a porté justement cette équipe avec son nom. Puisqu'il faut savoir que quand moi, en tant que jeune président, j'allais voir des partenaires pour nous accompagner, la première des choses, c'est oui, mais le club s'appelle Karoikira Assainissement. Donc, en gros, il devait porter à lui seul tout le poids et toute la responsabilité de ce club. Il faut savoir aussi que nous sommes en 2023. Depuis la naissance du club en 2016, on a eu 0 € de subvention de notre commune de Saint-François. Là aussi, ça montre aussi cette volonté. Voilà, on était livré à nous-mêmes. Donc, le si peu que nous avions, nous avons dû compter chaque centime pour bien l'utiliser, pour que ce projet puisse perdurer le plus longtemps que possible. Donc, Karoikira Assainissement, la personne de M. Contrôle, je le remercie vraiment. Et là aussi, nous avions prévu, si jamais le projet Karoikira Assainissement PDL s'arrêtait, il va continuer de sponsoriser le club. Il sera le sponsor principal, mais de la PDL, ce qui va laisser au club des moyens de pouvoir trouver de nouveaux partenaires pour pouvoir nous accompagner, pouvoir nous aider et pouvoir aider cette jeunesse, l'école de vélo, la section féminine et pourquoi pas très bientôt encore de nouveau les seniors. Voilà, donc on va rester toujours dans ce domaine, si vous le permettez, avant de passer à Priscilla Romain dans quelques instants. Et Marie-Louisa Douard, vous connaissez? Oui. C'est cette fille qui a vraiment émergé. Grande championne, oui. Grande championne, un parcours mais vraiment très très court, avec une bonne réussite derrière, puisqu'elle est sortie médaillée d'argent, médaillée de bronze. Et ça, on parle de la piste, le vélodrome, le stadium en tout cas. Amédée de Trou, qui est quand même quelque part, on l'a souvent entendu par des professionnels mal utilisés. Eh bien, aujourd'hui, sont les champions. On aurait pensé que c'est la route, c'est vrai.
Mais c'est plutôt la piste qui sort des champions, avec Grégory Bougier, on le voit avec Melvin Landerneau du côté de la Martinique. C'est un peu, c'est pas encore ça sur la route. Je vous propose d'écouter Marie-Louisa Drouord, qui est en métropole avec Sylvanise Mathias aussi. Et puis un petit clin d'œil à Jules Alouni, parce que c'est Jules Alouni qui l'a eu à un moment donné, et puis elle a été du côté de l'USL et ensuite du côté de la TMC. Je vous propose de l'écouter. Elle est en métropole, vous voyez que l'habit même vous dit, vous parle. Allez, on l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Canal 10, bonjour Pascal. Je suis Drouord Marie-Louisa, j'ai 17 ans et je viens de la TMC. J'ai été sélectionnée en équipe de France pour une course aux Pays-Bas à Apeldoorn du 6 au 8 janvier. Pour ma part, cette course s'est très bien déroulée. Je termine deuxième aux 200 mètres pour les qualifications du Keirin et des matchs de vitesse. Je termine troisième au match de vitesse, sixième au Keirin, troisième à la vitesse par équipe et troisième aux 500 mètres. Cette course a permis de me confronter aux autres nations, d'apprendre des techniques, de me permettre de me connaître aussi moi-même, de me développer, d'apprendre des connaissances, de mieux me confronter aux prochaines courses qui viendront, aux autres filles en France ou dans les autres pays. Pour moi, c'est une très belle expérience car être en équipe de France, c'est beaucoup de travail pour y arriver. Donc, je suis très contente. Je voudrais aussi montrer à la Guadeloupe que tout est possible. L'équipe de France n'est pas fermée aux Guadeloupéens, au contraire. Il faut montrer que nous sommes présents, que nous sommes là et que tout est possible. Moi et Mathias Sylvanise, qui a aussi été sélectionné en équipe de France, on a fait de notre possible pour montrer que la Guadeloupe était présente. Donc, à travers la France, nous avons aussi représenté notre Guadeloupe. Je voudrais que les Guadeloupéens, les jeunes Guadeloupéens, voient que la piste n'est pas quelque chose qui est inaccessible. La route, tout le monde en pratique en Guadeloupe, certes, mais la piste aussi, c'est très bien. Il faut venir pour y découvrir ce que c'est. Vous venez, vous faites des stages, on vous montrera un peu comment ça se passe. Et vous verrez que la piste, elle est pratiquement au même niveau que la route. Ce n'est pas quelque chose à délaisser. Donc, je conseille à tout Guadeloupéen d'essayer la piste, car l'équipe de France peut accueillir des Guadeloupéens, car moi et Mathias Sylvanise, nous y sommes parvenus grâce au travail. Ça a été dur, certes, mais on y est parvenu. Je voudrais montrer aussi aux jeunes Guadeloupéens que tout est possible. Hein. Rien n'est impossible, qu'il faut se donner, Certes, il y a beaucoup de sacrifices à faire pour y arriver, mais le travail paie toujours. Alors, force et courage, les Guadeloupéens, on peut y arriver. Merci, Marie-Louisa Drouord. Un petit mot pour Marie-Louisa, vous l'avez... Lui souhaiter beaucoup de courage, hein, puisque je pense que c'est une fille qui a progressé très vite. Comme vous l'avez dit, et je pense qu'elle va avoir elle va avoir besoin du soutien de toute la Guadeloupe pour réaliser son rêve aussi. Merci, vice-président. Priscilla, vous avez un petit mot sur Marie-Louisa. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler certainement. Oui, très rapidement, effectivement. C'est une très très bonne chose pour elle. Un sportif est destiné à la performance, c'est comme ça, c'est son chemin. Et si elle fait ça, et si elle y arrive, c'est une bonne chose. Maintenant, on sait que c'est le début, hein. Rien n'est encore tracé. Le chemin d'équipe de France est parfois un petit peu épineux, demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de volonté. Je crois qu'elle est très consciente de ça. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Il y a très bonne chose et voilà. Hein. Vous qui êtes professionnel, Séverine, également, quand on est sur le terrain, on voit où émergent vraiment ces athlètes. Vous avez aussi ce même regard par rapport à la piste et la route. Parce que quand on regarde bien, c'est vrai que la piste fait émerger beaucoup plus de champions. Oui, je pense, en fait, je crois que c'est dû même peut-être
à la structure professionnelle de ces deux catégories de sport, puisque le cyclisme sur la route, mine de rien, est assez fermé quand on voit sur les chemins de professionnalisation en Europe sont difficilement lisibles et sont assez fermés. Et je pense que c'est vrai qu'on a eu 2 coureurs qui ont réussi à quand même passer le cap, mais je ne pense pas qu'on puisse en envoyer 10, 30 par saison sur la route. C'est extrêmement compétitif, compliqué. Se faire une place dans les équipes, je pense que c'est vraiment difficile pour dire un euphémisme. Alors que je pense que la piste, par même sa nature, a moyen de je dis pas que c'est plus lisible, hein, mais je dis déjà que on a la capacité peut-être d'envoyer plus d'espoir et de faire émerger plus de personnes. Et puis, je pense aussi que la piste, ne serait-ce que sur notre morphologie, à nous, Guadeloupéens, nous correspond assez bien. On est très, très puissant, on est très explosif. Il suffit d'avoir un profil un peu rablé, un peu musculeux, et tout de suite, on a un potentiel en piste. C'est comme l'haltérophilie, par exemple. En haltérophilie, c'est incroyable ce qu'on fait. Il y a des gamins, ils arrivent en 2 ans, c'est bon. Bon, après, ils sont coachés par l'excellent Monsieur Colino, mais on a par exemple, comment s'appelle-t-il, le jeune Evin Nuiro, par exemple, en haltérophilie. Ça a été très très vite parce que je pense, on a cette force. La piste, je pense, nous correspond aussi de cette manière-là. Alors, je pense qu'il y a 2 trucs. Il y a la structure pour du haut niveau de ces 2 aspects. Et puis, je pense que physiquement aussi, on est bien bâti pour ça. En haltérophilie, on en a beaucoup. Hein, oui. On a eu beaucoup et vite. Oui, Jean-Marc Claire, il y en a pas mal. Ah oui. Et même chez les femmes aussi. Chez les femmes. Je crois qu'on a des chaque compétition, les records de Guadeloupe tombent. Quand on va en France, les records de France tombent. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, on disait merci. Je pense qu'il faut vraiment remercier M. Colino, qui fait un travail incroyable et qui se dédie complètement à ces jeunes hommes, alors qu'il n'est même pas vraiment soutenu par la Fédé au national. Très bien, merci en tout cas Priscilla pour ces belles précisions. On poursuit toujours dans le cyclisme et cette fois on part du côté de la Martinique avec donc la 2e grande compétition qui avait lieu donc ce week-end. Pascal, il s'agit du Grand Prix des commerçants et des artisans et donc nous avons pour vous bien sûr des images pour vous conter bien sûr tout ce qui s'est passé ce week-end. Je vous propose de découvrir ce reportage. Et c'était dormi notre... Non, il n'a pas encore trouvé le reportage, Yann. Donc, on poursuit. Donc, on reviendra tout à l'heure dessus. Et donc, on poursuit avec, bien sûr, nos invités. Juste une petite question aussi au vice-président, du coup. Est-ce que, du coup, le président qui vous a remplacé est tout aussi jeune? Est-ce que l'esprit de transmission y est également, de se dire que moi, j'ai eu cette chance à 30 ans de pouvoir être président? Est-ce que je transmets, bien sûr, toute ma passion, tout ce fonctionnement aussi que j'ai réussi à mettre en place à une personne qui sera en capacité de me relayer et aussi bien sûr d'être jeune et de pouvoir prendre la suite? Alors bon, il est pas aussi jeune que moi. Désolé Gérard Lutin, mais bon, il n'est pas aussi jeune que moi. C'est quand même le père de Larry Lutin, très grand champion qui a porté fièrement nos couleurs également. Mais par contre, dévoué, qui aime le cyclisme, je pense que il n'y a pas autant de personnes qui s'investissent autant. Donc vraiment, il a été mon premier vice-président ces 3 dernières années. C'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance, qui a su m'épauler, qui a su m'aider, m'accompagner aussi dans les moments difficiles, qui était présent pour me dire « Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution ». Et c'est pourquoi, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai envie de rester à côté, pour pouvoir l'aider de la même manière que lui aussi, il a su m'aider. Donc, c'est quelqu'un de très proche, avec qui je suis très proche. Et je peux vous dire que la team KPDL sera bien présidée par quelqu'un de sérieux, quelqu'un de très engagé et quelqu'un qui adore le cyclisme. Très bien, sur ces belles paroles, ça y est, normalement, le reportage est prêt. Et donc, je vous propose justement de découvrir cette 2e compétition en Martinique.
Oui, hein, ça fait toujours du bien en début de saison. Ça montre qu'on a bien travaillé. Après, on n'est pas encore totalement au top, mais on essaie de régler au fur et à mesure des courses. Et aujourd'hui, ça a payé. Première victoire pour la JC 231 avec tous ceux qui me suivent, Gaël, Elisabeth, M. Pet et puis M. Rocher. Donc, ça fait plaisir. La ville de Ducos qui me fait confiance, qui m'a permis de m'entraîner vraiment pour ce début de saison. Donc, on va voir comment ça se passe pour la suite. Ce circuit est très usant. Donc, il faut attendre vraiment le bon moment pour appuyer, réguler l'effort. Et bien, c'est ce qu'on a fait devant et qu'on a accéléré dans vraiment les derniers tours. On a dû aller un petit peu limite. Donc là, on a vraiment appuyé pour croiser l'écart, pour essayer de repousser les prétendants au sprint. Comme je sais que Pilgrim ainsi que le gars de Féroce sont très véloces. Donc il fallait absolument pas qu'ils reviennent et donc ça fait plaisir. Dernière question, une victoire qui risque d'emmener des lendemains meilleurs? Ben oui, hein, déjà ça fait toujours du bien de gagner. Il faut toujours rester la tête sous les épaules et toujours travailler pour être meilleur de jour en jour. Merci. Toujours travailler pour bien sûr être meilleur, donc on verra ça, on suivra bien sûr sans doute Pascal, bien sûr les autres épreuves sur la Martinique et bien sûr on poursuit toujours, cette fois on quitte le vélo et on va se retourner vers Priscilla qui ce week-end donc était au niveau de l'eau, puisqu'il y avait donc le challenge à piller, donc un petit mot là-dessus. Alors du coup c'est le début de saison de la voile traditionnelle. Alors on a l'impression que ça s'est jamais arrêté parce qu'il y a eu la route du Rhum. C'est vrai. Il y a eu les Saint-Ouen. En fait, on a l'impression que ça a fait un trait d'union. Mais en fait oui, la saison s'arrête avec le Tradi Tour, reprend avec les challenges à pied normalement. Là c'était route du Rhum, c'est exceptionnel on va dire. Donc voilà, début de saison de voile traditionnelle, il va nous mener jusqu'au Tradi Tour. Challenge à pied comme depuis quelques années qui prend toujours son départ à Petit-Bourg avec le club Cataraïbe. Donc on était sur le lagon de Petit-Bourg, un plan d'eau assez lisible, assez connu, qui ne présente pas énormément de difficultés. Le parcours était court et on a eu un peu peur avec les conditions parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il a plu énormément. Oui, le temps n'était pas... Donc les conditions de vent étaient... bon, c'est pas exactement ce qu'on va avoir, mais en fait finalement c'était plutôt pas mal. Victoire de Marc Forbin, un Marc Forbin qui marche assez fort et puis qui prend la victoire au régional Hugo Tellier sur l'Europe c'est nous aussi, un gros client évidemment et voilà, belle étape de challenge à piller, toujours très agréable. Justement, je vous propose de découvrir tout ça en images sur ce reportage bien sûr de Priscilla Romain. On a bien marché, nous, on a pris un bon départ, on s'est bien battu à la première manche avec Hugo. Malheureusement, il a eu le là sur nous, donc il fait la première manche, il gagne devant nous. Et la deuxième manche, on avait à cœur de briller parce qu'on a vu à peu près où étaient nos erreurs dans la première manche. Donc on est parti remonter comme jamais et qu'on a donné à fond jusqu'à la fin, ça a payé quoi. Au Tradi Tour, on a mal marché, donc on n'était pas très content de nos performances. Donc on s'est remis en question, on a navigué pendant la pré-saison, il n'y a personne qui naviguait, donc on a navigué pour essayer de comprendre les bateaux, essayer de comprendre là où on ne marchait pas bien. Donc finalement, comme on a la chance d'avoir 2 bateaux, nous, parce qu'on a un bon partenaire qui nous suit, donc on a des moyens, on a récupéré un ancien bateau qu'on avait, on a réglé et puis il nous va un peu mieux. Les départs étaient vachement importants. On arrive à bien garder une position au comité et à lancer au bon moment. Donc on fait un bon départ, pas le meilleur, mais un bon départ. Et ensuite, on fait les bons choix tactiques. On se retrouve premier à la bouée au vent et on gère une belle bataille avec Marc. Ensuite, deuxième manche, forcément moins bon départ, ça s'est vu, je pense. Où on a subi un peu pas mal de concurrents qui arrivaient au vent. Bon, ils ne devraient pas être là, mais voilà, on subit. Et forcément, on prend mauvais départ, donc on décide de partir à l'opposé parce que si dans des petits parcours comme ça, si tu te contentes de suivre, tu vas être derrière de toute façon, donc il fallait tenter. On a tenté à l'opposé de tout le monde. On s'est même mis à moitié sur la caille, mais il fallait tenter, quoi, sinon ça n'allait pas payer. Et ça a un peu payé, et ça va encore plus payer à la fin. Finalement, je pense qu'au début, on ne doit pas être loin d'être 20e. Et à la fin, on finit 5-4, je ne sais même plus. Donc je pense que c'est une vraie bonne opération. On est content et c'est de bonne augure pour la suite. Nous on s'en sort bien, on termine 3e, égalité avec Léo Absenou aussi de Hugo Tellier. Je crois qu'on est égalité de points, mais comme il a une meilleure manche, il finit 2e ou 3e. Ça annonce des beaux combats pour le reste du challenge.
le challenge, il y avait combien de canots engagés Alors, belle flotte, 26 canots engagés. Il faudra regarder un petit peu parce qu'il y a eu des changements de partenaires. Donc les voiles vont changer, donc il faudra être un peu attentif. Sur les challenges sur l'eau, on peut être... voilà. J'ai pas vu les Saint-Ouen. J'espère les voir bientôt. C'est quand même des clients intéressants. Ils mettent un petit peu de piment dans l'affaire. Non, 26 canots et une très belle manche. Oui, il y a 2 manches, oui, bien sûr. 2 manches. Enfin, une très belle manche de challenge appliqué. Et justement, un petit mot sur votre support, sur lequel, bien sûr, au-delà de Canal 10, avec qui vous travaillez, vous avez votre propre support. Pourquoi, justement, un jour se dire que, je me lance, je crée ma propre plateforme pour pouvoir diffuser de l'information sur les différents sportifs pour que les gens puissent trouver un maximum d'infos sur nos pratiquants? J'ai une réponse officieuse et une réponse officielle. On peut avoir les deux. Alors, on va aller dans l'officiel. En fait, en 2015, j'avais pour idée... mon retour en Guadeloupe, en gros, il s'est fait sur un changement de vie. En 2015, quand j'étais là depuis... J'étais à peine rentrée. Quand j'ai observé un peu le panel de médias qu'on avait, effectivement, j'ai vu que tout le monde était sur l'actu chaude. Donc, en général, pourquoi se lancer sur l'actu quand il y a 3-4 personnes qui le font déjà? Ça demandait déjà... l'information, c'est devenu gratuit, mais c'est extrêmement cher à financer. Donc, voilà, je n'allais pas me lancer là-dedans. Et puis, j'ai commencé à faire du crossfit, ce qui m'a plongée dans le monde sportif. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est bête, il n'y avait rien. Là, en tout cas, j'avais plein d'infos, plein de sportifs qui s'entraînaient avec moi. Il n'y avait pas de trucs des infos sur ce qu'ils faisaient. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais déjà commencé à travailler sur un support. Je me suis arrêtée parce qu'on est en Guadeloupe et on ne mange pas énormément de support si on ne va pas travailler dehors. Donc il faut quand même bosser. Donc je me suis arrêtée, j'ai collaboré ailleurs et puis en 2020 le moment de s'arrêter était assez bénéfique et je me suis dit tout cet effort que je donne ailleurs, peut-être que je pourrais aussi revenir et faire pour moi. Alors du coup j'ai créé OSM avec notamment un collègue à moi qui s'appelle Romain Mathieu. On a créé OSM, on était bien installés dans le monde du sport, on avait des contacts aussi, et puis surtout, moi je voulais avoir une continuité, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe aussi, la presse, c'est tellement fragile que les choses naissent et meurent, et les gens, ils ont tendance à se dire, c'est normal, c'est plus... Moi je voulais vraiment continuer et créer une continuité, et donc du coup on a créé OSM, on est sur les sports dits mineurs, parce qu'effectivement le foot... N'a pas besoin de nous. Donc on est resté sur ça. Pardon. Et puis voilà, ça fait 1 an et demi. On a fait le choix du digital. Pourquoi? Je sais que c'est compliqué en Guadeloupe, mais le digital, c'est l'avenir. Les frais de création d'un support sont énormes au papier, surtout ici. C'est un choix rationnel, c'est un choix de vision, et on le regrette absolument pas. Donc, excusez-moi, c'est pas d'émotion. Voilà. On va vous laisser vous refaire, Priscilla. On va vous laisser vous refaire. Prenez votre temps. Non, en fait, voilà, c'est là. Oui, c'est bon. Ça va? Donc, on a fait le choix du digital, du numérique, on le regrette pas. On a un site internet qui est porté par des plateformes de réseaux sociaux, donc TikTok, Twitter, Insta, Facebook, avec une stratégie sur tous les réseaux. Et puis le terrain. D'ailleurs, si vous me le permettez, on recherche des contributeurs. On sait que c'est compliqué, mais on sait qu'il y a des gens qui aiment le sport et qui aimeraient écrire, ou même venir faire des sujets, etc. Donc on cherche à se nourrir de ça et à travailler ensemble. On cherche à renforcer l'équipe. Je remercie aussi ceux qui me suivent, parce que je ne suis pas toute seule. Il y a aussi énormément de photographes et de contributeurs qui sont déjà avec nous. Je les remercie parce que ce n'est pas simple.
Ils donnent de leur temps et de leur matériel. Et pour ça, officiellement, je profite de votre plateforme pour vraiment les remercier. Donc OSM a 1 an et demi, bientôt 2, assurément 20 ans. Et voilà, on continue à grandir et à proposer des choses. Rendez-vous fin 2023 pour un truc assez énorme. C'est noté. Très bien. Ben, écoutez, que vos vœux soient exaucés. En tout cas, vous êtes avec nous, ça c'est très bien. On a vu avec ce très beau reportage de Challenge API, puis d'autres sujets aussi que vous aurez aussi à nous envoyer sur le plateau de Challenge Sport. Nous a rejoint sur le plateau le directeur, l'organisateur même, donc Jérôme Dier, de ce très beau tournoi ITF féminin. C'est du côté de Petit-Bourg. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Un petit mot peut-être parce que c'est vrai que les vœux aussi ont été adressés par nos invités. Vous avez 2 secondes pour adresser les vœux. Merci beaucoup. Merci de cette antenne qui me permettra de parler un peu du tournoi. Et puis je souhaite effectivement à toute la Guadeloupe, tous les auditeurs de Canal 10, tous les sportifs, une très belle année. On sort de quelque chose de compliqué. J'espère que c'est définitif. Que les énergies vont pouvoir se remettre dans le bon sens, que les médias seront sur les opérations sportives. Et permettez-moi de dire quand même à Priscilla que le créneau foot est très pris au niveau des seniors, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau des jeunes. C'est vrai. Et voilà, donc je souhaite en fait à chaque Guadeloupéen, chaque Guadeloupéenne de retrouver la joie de vivre, d'entreprendre et d'avoir de belles choses en 2023. Vraiment, on mérite ça après 2 ans de galère quand même. Alors, Jérôme Dier, sur ce très beau tournoi féminin, on le rappelle, tournoi bien doté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui nous regardent, tournoi féminin uniquement des dames, nous expliquer un petit peu le pourquoi. Et puis, quelle sera la suite aussi après ce tournoi, parce qu'on sait que c'est un tournoi assez doté, mais qui emmène aussi à d'autres challenges, à d'autres tournois en WTA. Voilà. Alors, le tournoi de tennis féminin de la ville de Petit-Bourg, un tournoi international, il sera à sa 8e édition cette année. Sans le Covid, on serait à la 10e. Doté de 25 000 $, donc ça représente l'ensemble des gains qui vont être donnés en fait aux filles sur les 2 tableaux, un tableau de double de 16 équipes et un tableau de 32 joueuses qui vont s'affronter. Alors 3 Guadeloupéennes en lice, d'accord, que nous avons invité avec le club de tennis qui est le support en fait du tournoi, le club de tennis Tie-Break. D'ailleurs, je félicite le président Francis et le vice-président Danigan qui m'aident en fait sur ce tournoi-là. Donc 3 Guadeloupéennes qu'on veut lancer dans une carrière vraiment internationale. Il y a Nyanda Tomias qui s'entraîne déjà à l'académie de Bruguera à Barcelone, et 2 jeunes, la jeune Kagan et Lina Bernier, merci. Nina Bernier. Donc c'est bien parti. On a eu 2 tours de qualif hier. Aujourd'hui, on a vu qu'on avait un super beau temps, mais c'était une journée off. Les matchs commencent vraiment demain. J'invite toute la population et la presse à venir rendre compte de ce tournoi qui est consécutif à celui de la Martinique, qui est seulement doté de 15 000 $. Et voilà. Alors, vous m'avez demandé des perspectives. Alors, pour vous donner une petite idée, je suis assez fier de le dire, celle qui a gagné le tournoi il y a 2 ans, donc, Nadia Podoroska, quelques semaines après, elle est en demi-finale de Roland-Garros. Donc, on souhaite en tout cas la même trajectoire à celle qui va remporter chez nous. Et Harmonitan vient de gagner. Elle a battu Serena Williams à Wimbledon. Donc elle a écouté la carrière de Serena. Non, mais ce sont de belles histoires. Et puis il faut savoir que ce tournoi-là, il rentre dans ce qu'on appelle la French Race. C'est-à-dire que les 12 tournois français qualificatifs pour Roland-Garros. La française qui va accumuler le plus de points sur ces 12 tournois rentrera directement dans le tableau final de Roland-Garros. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Alors, justement, pourquoi avoir choisi un tournoi donc féminin? C'est tout à votre honneur d'ailleurs. Et comment, justement, vous êtes arrivé
à faire entrer ce tournoi dans toutes ces grandes compètes, on va dire, puisque c'est vraiment ouvrir des portes pour même nos joueuses guadeloupéennes qui participent. On a discuté avec Nina justement vendredi sur le plateau. Elle était d'ailleurs très concentrée, très timide. Elle n'a pas voulu trop en dire pour ne pas justement briser toutes ses chances. Mais justement, je pense que c'est une très belle fierté pour la Guadeloupe d'avoir un tournoi d'une telle qualité, d'une telle dimension. Absolument, absolument. Alors, comment l'aventure a commencé? Il y a en 2013, le président Forbin, que je salue, président de la Ligue, il savait que la ville était en train de finaliser le complexe Gaël Monfils, et il nous a proposé de récupérer un tournoi qui se faisait à la Ligue déjà. Et le maire de l'époque, M. Guy Losbar, dans sa vision, en fait, a accepté. Et en fait, quelques mois après, on inaugurait le complexe. Et les premières balles qui ont été jouées sur ce complexe-là, c'était les balles du premier tournoi ITF. Et on a su faire grandir ce tournoi. Et au bout de la 3e édition, on le faisait déjà très bien. Et la fédération nous a appelés pour nous dire qu'on rentrait dans la French Race, en fait. Donc tout de suite, ça nous emmenait des joueuses un peu plus intéressantes dans le classement. Et après, on est passé à 15 000 et ensuite 25 000. Et donc, plus on augmente la dotation et plus on a des joueuses mieux classées, en fait. On a développé autour de la partie technique, avec les sponsors qui nous accompagnent, des petites astuces pour faire venir le public, parce que faire venir le public au tennis, c'était compliqué au départ, mais grâce aux sponsors, on met un jeu concours, donc chaque soir, on fait gagner des lots, et ils ont toujours, chaque fois, joué le jeu de plus en plus. Notre partenaire principal, je vais le citer parce qu'il le mérite bien, c'est Kia, nous a permis une année de faire gagner une voiture. On a fait gagner des croisières ou des téléphones avec un fruit croqué. Ça, on imagine que c'est on imagine aussi qu'il y a un suivi aussi pour ces jeunes. Il n'y a pas que ce tournoi qui soit bien évidemment bénéfique à tous ces athlètes. Vous avez parlé de jeunes aussi tout à l'heure. On imagine aussi qu'il y a un suivi et que ça va apporter aussi à tous ces jeunes, même ceux qui ne connaissent pas encore le tennis. Juste une question sur la Coupe Davis qui a eu lieu en Guadeloupe, et d'ailleurs c'était au Stadium. Il était prévu qu'il y ait donc des cours, et c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné puisque la terre battue, on sait comment ça se passe du côté de Roland-Garros. Il y a eu justement ce terrain qui a été privilégié pour vous en tant qu'acteur même, j'imagine. Comment est-ce que vous avez vu quelque part, entre guillemets, ce petit fiasco? Parce qu'il était prévu d'avoir des terrains de tennis, terre battue. Alors, comment est-ce que vous le voyez, ça? Vous avez vécu ça? Il faut se rappeler surtout que c'est un projet qui s'est monté rapidement. Et peut-être qu'on n'avait pas mesuré à l'époque toutes les conséquences, en fait, et tout ce que ça demandait surtout pour entretenir ces terrains-là. Oui, voilà, parce que la terre battue, c'est particulier. Ah, c'est très particulier. Ceci dit, pour être organisateur d'événements internationaux, c'est vraiment un coup de projecteur sur la Guadeloupe, en fait. La Coupe Davis, oui, on a compris. Voilà, donc il y a un intérêt à montrer ce qu'on sait faire, à être crédible, et je pense qu'on le fait bien. On peut toujours être critiqué parce qu'on a d'autres problèmes, en fait. Mais ça montre vraiment le savoir-faire, et autour de ce qui est visible, il y a toujours beaucoup de personnes qui en profitent, en fait. Des forces économiques se mettent vraiment à jouer le jeu positivement. Et ça, je pense que cet aspect-là n'est pas assez mis en valeur. Pour le tournoi de Petit-Bourg, par exemple, on vient de faire la cérémonie d'ouverture. Et bien, en fait, on a créé des relations avec des petits partenaires qui, entre eux, commencent à avoir des relations et qui vont perdurer par la suite. La kiné va travailler avec une pharmacienne qui fait des produits naturels, et ils vont continuer à travailler ensemble. Mais ça, c'est un système économique. Les jeunes, comment est-ce que vous les intégrez? Alors, c'est gratuit. Alors, tous les jours, nous recevons à peu près 80 élèves sur de la ville et des communes à côté.
qui découvrent le centre de compétition. Alors, ils découvrent le métier de kiné, de cordeur, le juge arbitre, le directeur aussi fait quelques mots avec eux. Ils parlent un peu anglais avec les joueuses. Voilà, donc ils découvrent ce qu'est un tournoi international. Et ils voient aussi les filles dans l'exigence du haut niveau. C'est-à-dire que les filles, elles arrivent le matin, elles s'exercent pour jouer dans 3-4 heures, en fait. Hein. Donc, on leur explique que c'est du haut niveau, en fait. Mercredi, il y aura, le club organise ce qu'on appelle le Kids Day. Donc, tous les jeunes des écoles de tennis seront invités à venir sur le centre de compétition. Depuis toujours, on permet à l'UNSS de faire une petite partie avec les joueuses internationales le mercredi après-midi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a toujours donné leur chance à nos joueuses. On se rappelle de Brandi Mina, de Moutama, qui est d'ailleurs aux États-Unis dans une école, dans une fac. Le tournoi de tennis de Petit-Bout, on a toujours mis les jeunes en avant. Voilà. C'est un tournoi qui est pour quelle catégorie d'âge? Parce qu'on a parlé... Alors, pour pouvoir jouer un tournoi international, il faut avoir minimum 14 ans, révolu. Après, il y a une hiérarchie, en fait. Plus on a des points, plus on est bien placé dans la hiérarchie, le classement ITF. Ça permet en fait de déjà classifier en fait les joueuses. Et nous, organisateurs, nous avons ce qu'on appelle les wildcards. Ce sont des invitations en fait, et ces invitations-là sont données en priorité à des joueuses guadeloupéennes. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Jérôme D pour toutes ces belles précisions. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie de nous permettre encore d'inviter la population à venir sur ce tournoi. Je rappelle que c'est gratuit. Je rappelle que grâce aux partenaires, il y a énormément de belles choses à gagner chaque jour. Et on gagne comment? On doit jouer comment? Alors, un petit jeu concours simple avec une urne, on met son nom. Mais il faut venir sur place. Il faut venir sur place. Et ensuite, il faut passer chez le partenaire, chercher son lot. Donc, on rappelle le lieu parce que c'est un lieu qui a beaucoup évolué. C'est une belle zone aujourd'hui. C'est le complexe de mon fils de Petit-Bout qui se trouve à Coulin. À côté de la nationale, quand on passe en distance une. Voilà. On verra déjà des signes de la compétition. Il y a une grande enseigne qui est dans la zone aussi. Qui est dans la zone. Et qui est partenaire aussi, qui nous aide aussi, il faut le dire. Et puis, voilà. Non, mais c'est vraiment... la compétition de tennis à voir en Guadeloupe. Ça a débuté aujourd'hui avec... Ça débute demain. Alors, les deux tableaux, celui du simple et celui du double, commencent demain. Et des joueuses guadeloupéennes jouent déjà demain. C'est parfait. Voilà. À partir de quelle heure donc vous nous invitez? Alors, les premiers matchs vont démarrer à 10h30. Et en soirée, on a réservé des petits créneaux là pour les Guadeloupéennes, donc à partir de 17h30, 18h, après le travail. D'accord. Okay. Même si vous avez beaucoup de travail, prenez le temps de venir les supporter, ça vaudra la peine. Voilà. Très bien, en tout cas, le rendez-vous est pris, vous le savez donc, toute cette semaine à Petit-Bourg, il y aura du tennis et bien sûr du tennis féminin. Alors, dernière petite précision, samedi matin, froid artisanal, il n'y a pas de match. Samedi après-midi, finale du double. Et dimanche après-midi, finale du simple. Et on l'espère avec une Guadeloupéenne. Je dis ça comme ça. Ça y est. Donc là, on a fait le tour et donc vous avez le programme complet. Donc si vous n'y allez pas, c'est que vraiment, ce ne sera pas de la faute de Jérôme Didier. Exactement. On poursuit dans Challenge Sport, Pascal, et on passe maintenant au foot. Il y a eu du foot, il y a eu du foot, il y a du basket, du hand, du volley également. Donc on passe au résultat, c'est ça? Exactement, on passe au résultat. Et donc on va commencer effectivement par la régionale 1, donc ce week-end, avec de très très belles affiches qui étaient donc au programme, avec donc ces premiers résultats donc de la poule A, Pascal. Et donc était exempt dans cette poule A le CSC, et donc la Red Star s'est inclinée face au CSM donc ce vendredi soir. La Jeunesse Évolution a fait match nul contre le JSBH, la S Gosier s'est imposée 3-0 face au Sporting, et la Gauloise a fait un carton aussi face au Cerfa, 5-0. Je vous propose de voir le classement
de cette poule A. Le CSM qui occupe donc la première place avec 41 points, deuxième la Gauloise avec 40 points, troisième l'AS Gosier 36 points, quatrième la Jeunesse Évolution 33 points, cinquième le Sporting 32 points, sixième le Cerfa 28 points, septième la Red Star 21 points, JSVH donc 20 points était huitième, neuvième le CSC avec 20 points. Et on passe bien sûr à la poule B, Pascal. On enchaîne avec la poule B exempt, donc solidarité scolaire. Puis ce vendredi 13 janvier, le Sirocco a battu la Juventus de Sainte-Anne par 2-1. Nous aurons l'occasion dans quelques instants de voir ce sujet qui a été traité par Franck César ce même vendredi. 0-0 a fait l'affaire donc de personnes, l'Étoile de Montalo face au Phare. Et puis le Dynamo de Moule a étrié la OG Goubert 4-2. L'USBM sur sa pelouse a été maître à domicile en battant le Stade Lamentino. En passant, nous saluons le président Michael Mirabli et surtout qui fait un super retour à l'investissement. Allez, on enchaîne avec les résultats. Les résultats on a eu, le classement. Les équipes, donc, premier de SBM avec 38 points, 13e journée, je vous rappelle, deuxième la Solidarité Scolaire avec 35 points, troisième l'Étoile 34 points, le quatrième c'est le Phare avec 32 points, le cinquième Sirocco des Abîmes à 30 points, le point 5 n'est pas relégable, la Juventus de Sainte-Anne 27 points, et puis là nous entrons un petit peu dans cette partie un peu délicate, la OG avec 26 points, Dynamo 22 points, le même nombre de points, 22 points pour le Stade Lamentino. Si vous le permettez, Sirocco, Juventus, avec Franck César, je vous permets donc de regarder ce reportage signé Franck César. C'était mal engagé dans la mesure où on avait quelques joueurs entre blessés, suspendus et absents. D'accord, à la base c'était un peu pas évident, mais bon, on a su composer avec les joueurs. Quand vous voyez au poste de latéral droit, Simou n'est pas un latéral droit, mais il a tenu la baraque et on s'en sort avec la victoire. Les 4 points, sincèrement, ce soir nous fait plaisir. À la mi-temps, c'était 1-1. Qu'avez-vous demandé aux joueurs? De se calmer, de jouer au football parce qu'on savait qu'il y avait de la place. La défense adverse, il fallait passer en 1-2, 1-2-3 et bouger, rester. On n'était pas assez mobile, donc forcément, on n'arrivait pas à trouver le jeu qu'on voulait mettre en place. Encore, on sentait vraiment que l'adversaire voulait nous laisser gagner, mais c'était à nous de faire ce qu'il fallait faire pour gagner ce match. J'ai un groupe de joueurs sérieux qui travaillent, qui ont envie de bosser, qui ont envie de remonter au classement. Et moi, coach, je me fais un réel plaisir de les entraîner, de les encourager à travailler et à engranger des victoires. Aujourd'hui, le Sirocco peut terminer 4e. Je ne dirai pas ça encore parce qu'on a pris du retard, ce ne sera pas évident. Il reste 3 matchs, si ma mémoire est bonne. Ce ne sera pas évident, il va falloir batailler, il va falloir cravacher. Mais comme on dit, rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Toi, c'est pas français, c'est pas guadeloupéen. C'est pas impossible. Voilà, donc c'était cette journée, on a tout dit pour le foot. Eh bien, c'est le hand. On passe au hand, Pascal. Et oui, donc handball, et c'était la 13e journée, donc on va passer au hand féminin. Donc la JTR s'est imposée d'un petit but face à l'ABC 13-12. Le CAPS handball s'est imposé très largement face à la ZUP 33-15. L'Étoile de Mornalo s'est également imposée face au Pointe-à-Pitre handball 31-27. Victoire de l'Intrépide handball 14-2 face au Club Sport. Et puis l'Infini s'est imposé 19-16 face à la JSA. Un petit mot sur le classement. C'est l'Étoile de Mornalo chez les femmes qui occupe donc la première place avec 34 points. Deuxième, le Zionla avec 31 points. Et troisième, l'Intrépide handball avec 29 points. On passe chez les hommes, Pascal. Chez les hommes, à partir du moment où le tableau arrive, voilà. Journée 13 également, j'étais érythrée, l'ABC 40-22, la Gauloise s'est fait battre dans son gymnase par le Zion HBM 25-22, 3 petits points quand même qui séparaient, puis l'Étoile qui domine pour l'instant, donc chez les femmes, je parle, l'Étoile, mais là nous sommes chez les hommes, donc 34-19 face au Cygne noir de Bastia.
classement peut-être. Un petit point sur le classement. Et donc, chez les hommes, c'est la JTR qui occupe la première place avec 31 points. Deuxième, l'Intrépide Handball avec 30 points. Troisième, la ZUP avec 26 points. Et sachez que la dernière rencontre donc, de cette 13e journée d'excellence masculine a été reportée entre l'Infini et la JS Handball pour, bien sûr, pour des raisons d'électricité. Il y a eu une coupure d'électricité, donc le match n'a pas pu avoir lieu. Voilà. La mode, hein, c'est aussi, hein. Et oui, il faut faire avec. Hein. Quand c'est pas un problème de salle, c'est un problème d'électricité. Où ça? Le basket. On enchaîne avec le volley. Avant le basket, le volley, c'était donc la 9e journée. Et justement, on voit le tableau féminin pour le volleyball avec donc. Il y avait 2 rencontres, donc le GUC Volley s'est incliné face à l'Arsenal 3-7-1 et donc l'US Goyave également s'est incliné face au CMG VB 3 manches à 1 et donc au classement c'est l'Arsenal qui occupe la première place avec 21 points, deuxième le Racing Beach avec 15 points et troisième la SC Fumerol avec 13 points également. On passe chez les hommes. Chez les hommes, c'était donc la 9e journée. Le GUC s'est fait battre par l'Arsenal 3-7-1. Fumol également, le même score. L'US Goyave 3-7-2 face au CMGVB. Le Colonial s'est fait battre aussi par l'IUFM 3-7-1. Au niveau du classement, c'est la Fumerol qui mène la danse avec 23 points. Deuxième, le Racing Beach avec 17 points. Et troisième, le CMG VB avec 17 points. Et on finit donc avec le basket, Pascal. Basketball, non-white. Et on commence par les femmes. C'est pas aussi, honneur aux dames. Honneur aux dames, donc je vous laisse. C'était donc cette belle 8e journée. Je salue aussi Jean-Marc Marguerite, qui était un très très bon basketteur. Je ne savais pas qu'il entraînait, il y avait une équipe qui entraînait, mais en tout cas, ça fait plaisir. New Star, voilà, je salue. Donc, 37 pour le Pôle Espoir, et c'est le GGB qui a tout simplement, encore une fois, battu le Pôle Espoir. Et puis la MJCA, un club donc mythique des Abîmes, la MJCA qui comporte aussi, il y a pas mal de disciplines du côté de la MJCA, il faut le rappeler, mais en basket qui a quand même fait beaucoup de mal au Signona 96-44. Un petit point sur le classement chez les femmes. La MJC, donc Daubine, nous sommes à la 10e journée. On constate qu'il y a pas mal donc, de clubs qui sont encore en retard pour le nombre de matchs. La MJC, je crois qu'il y a un petit souci, parce que la MJC a 5 points, le deuxième a 6 points. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci quand même. Donc, on serait tenté de dire que le Signona est devant. Il manque une colonne. La MJC, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas donner le classement. Je pense qu'il y a un petit souci. Donc voilà, mais en tout cas. En fait, la MJC a 10 points. En fait, il y a un petit souci d'inversion entre les points et le nombre de journées. D'accord, c'est fait exprès ou quoi? C'est ça. Donc, merci, bon, ça arrive, parce que ça peut déconner. On a terminé avec... On termine avec les hommes. Les hommes. Alors, pas de tableau, mais je vous donne tout de même les résultats. Donc, en match avancé, entre guillemets, en match de reclassement, le GISC s'est incliné face à l'EDO. C'était mercredi dernier, 55-62. La SVATABLE s'est inclinée face aux Flyers, 66-69. Match très serré au gymnase de Fouilleul. L'AOG s'est imposé 78-60 face au GGB. L'USR s'est incliné face à l'Étoile de l'Ouest 56-87. Le Signe Noir s'est incliné également face au Banello 64-67. Le BMBC a battu le GISC d'un petit point 67-66. Et le New Star s'est imposé face à la MJCA 88-81. Au niveau du classement, c'est l'AOG qui mène la danse donc avec 16 points, à égalité avec l'Étoile de l'Ouest, 16 points également. Troisième, le New Star, 16 points. Quatrième, le Banello avec 15 points. Cinquième, le Signe Noir, 14 points. Sixième, le BMBC, 13 points. Septième, l'USR, 13 points également. Huitième, la MJCA, 13 points. Neuvième, le GGB avec 12 points. Dixième, le GISC avec 12 points également. Onzième, les Flyers avec 10 points. Et douzième, la SVATABLE avec 9 points. Voilà, un championnat très très resserré avec bien sûr de très très belles rencontres encore en perspective parce que ce championnat va être très très long.
Et donc, on connaîtra bien sûr les qualifiés pour les playoffs à l'issue de ces belles batailles qui sont encore en perspective, n'est-ce pas, Priscilla? On attend que ça. Vous avez compris comment ça va pratiquement au terme de ce challenge. Alors, c'est vrai qu'on aurait été le premier jusqu'au bout de la nuit, mais il va falloir quitter parce qu'il y a un autre programme derrière. Alors, très succinctement, très rapidement, président, non pas président, vous êtes vice-président, l'aventure continue, ça on l'a très bien compris. Je pensais que vous avez complètement jeté l'éponge, le drap blanc, mais c'est parfait. Vous savez que le calendrier est sorti là. Oui. Première compétition, c'est le 5 février. C'est ça. D'accord. Vous êtes déjà dessus. Vous avez perdu beaucoup de coureurs aussi, vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait, président. Non. C'est pour ça que vous n'êtes plus président. Non, je pense mais c'est pas possible. Du tout. Il a laissé la place, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Parce que je pensais qu'il avait complètement lâché la barre, mais il est vice-président. Ça t'es trouvé. N'est-ce pas, président? Vous avez perdu des coureurs. La rue est avec vous toujours. Pour l'instant, il est là, mais bon, il est en instance aussi de divorce. Donc, il est encore là toujours, donc on verra. J'ai pas encore signé la feuille, donc. Ah oui, c'est ça aussi qui est important. C'est ça. Oui. Alors, je vous embêter comme ça. Quand c'est comme ça, on imagine qu'il y a eu. Il y a eu des donations, entre guillemets, si je peux dire ainsi, les vélos et tout. Vous reprenez les vélos? Non. Pas comme ça. On n'est pas à ce stade quand même. Mais que pensez-vous d'aujourd'hui, de ce regard, le regard que vous avez aujourd'hui sur le vélo guadeloupéen? Je pense que... Dites-nous tout rapidement. Je pense qu'il y aura des années un peu difficiles pour le cyclisme guadeloupéen. Donc après, il va falloir revoir certaines choses. La politique sportive n'est pas bonne. Donc après voilà. Mais en tout cas, je te remercie Pascal, le Challenge, Canal 10. Je remercie l'ensemble de mon conseil d'administration pour la confiance, l'ensemble des dirigeants du club aussi, qui ont fait un travail magnifique, formidable durant toutes ces années, l'ensemble des coureurs cyclistes de la KPDL, ceux qui sont partis aussi, qui ont été ailleurs, mais vraiment remercier aussi l'ensemble des petits partenaires, puisqu'il faut savoir que sans leur aide, j'aurais certainement pas réussi ma mission. Je profite pour les remercier, Lilloc, Sunlock, Monsieur Franck Lasserre, l'entreprise La Gironde, beaucoup de petits partenaires qui ne figuraient peut-être pas sur le maillot, mais sans qui j'aurais peut-être eu beaucoup de mal à mener à bien le travail. Vous êtes encore là, c'est bon, on va vous revoir. Ça c'est sûr. Ah, mais il l'a dit. Il est encore là, oui, il a dit. Vice-président. Et juste pour terminer aussi, donc je voulais avoir une petite pensée pour la famille Marie Moutou qui a perdu leur fils Yann Marie Moutou, 38 ans. Donc une grosse pensée pour eux, puisque pour commencer l'année comme ça, je pense que c'est très difficile, très douloureux. Donc une grosse pensée pour toute la famille, les parents, ainsi que ses sœurs. Ouais. Je crois qu'il est de Saint-François, c'est ça? De Saint-François, de la même section que moi, à Pont-Biré. Donc voilà, vraiment difficile. Jeune? Très jeune. Très bien, très rapidement, Priscilla, c'était avec plaisir. Les portes de Charlon sont ouvertes, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc, prochain rendez-vous, c'est ce week-end? Week-end prochain? Ah, le prochain rendez-vous, si je me fais taper par Monsieur Dier. Ah, d'accord, il y a un contrat. Ah, bon, d'accord. C'est tennis. Non. Tennis. Rendez-vous, évidemment, on est collègues, on sait très bien que nous, c'est le week-end. Donc, rendez-vous ce week-end. Voilà. Avec, je ne sais pas. Le tennis. Le tennis, ok. Je ne sais pas, je verrai. Je ne me laisse pas influencer par les gens. Mais voilà, peut-être du tennis. Voilà, juste par contre, si vous me le permettez, je vais quand même passer un petit message parce que Canal 10 a quand même cette force de pouvoir le faire. Rien à voir avec le sport, mais je me permets, pardon Pascal. Effectivement, et j'admets et je reconnais que je pense que sur la route ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui sont énervés, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, il y a beaucoup de gens qui commettent des infractions, je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'il y a urgence à éclairer certaines parties. Je sais que là, la lumière, c'est un peu compliqué, là, ces temps-ci en Guadeloupe. C'est un sujet un peu difficile, mais on est dans un pays vieillissant. Moi-même, je vois pas très bien. Il y a des gens qui voient pas très bien. Il y a quand même des endroits où c'est extrêmement dangereux. Je pense à certaines sections du Lamentin, je pense à certaines sections de Bémao, où c'est difficile.
Voilà, je ne m'étendrai pas plus. Vraiment, si on pouvait éclairer certains endroits, je pense qu'on baisserait aussi l'accidentologie. Et pour le reste, rendez-vous ce week-end du côté de Petit-Bourg. Merci un peu, Jomzi, c'est le mot de la fin. Oui, je remercie déjà Madame Romain de sa présence toute cette semaine à Petit-Bourg. Et puis, Président, bon courage. Merci bon courage. Et je dirais que je tire un gros coup de chapeau à tous les bénévoles de toutes les sections, de toutes les disciplines. On ne s'en rend pas compte, on dépose parfois son enfant sans même connaître l'éducateur. Les collectivités ne se rendent parfois même pas compte du travail qui est fait. Et franchement, pour cette année 2023, il faut qu'on commence à reconnaître en fait ce travail qui est fait, qui est essentiel. On ne crée pas des champions sans des éducateurs, on ne crée pas de champions sans des parents derrière. Et voilà, moi je veux saluer ça. Et Président, je te le dis, bon courage, pas la guerrière parce que c'est petit la bousin. Merci. Okay. C'est vrai, je pense que tu le disais la dernière fois. On arrive à sortir des talents avec rien. Dans ce pays, il y a des associations qui pourraient faire tellement plus. Séverine le disait lors de notre dernière rencontre. Il y a des associations qui pourraient faire tellement plus si elles avaient déjà peut-être la formation et l'argent. Et pourtant, elles envoient des talents en France, elles envoient des enfants qui ont du niveau. Si seulement on arrivait à créer ce sac de confiance financier dans les entreprises et puis dans les associations, mais on serait les rois du monde. On serait les rois du monde. Je l'ai vécu en on plein. Serait les rois 7 ans et 7 ans à Saint-François sans recevoir un centime. Donc c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et je remercie monsieur Didier parce qu'il a très bien résumé sans apport financier, c'est compliqué, ça rend les choses compliquées et on oublie des fois que justement qu'on fait un travail sur le terrain pour éviter justement que les jeunes terminent dans la rue demain, on oublie ça et malheureusement, voilà, la vie est faite ainsi. Merci, c'est vrai que ce sera le sujet, l'objet en tout cas, donc pourquoi pas de tout nouveau, tout prochain. Charles, c'est pas fini parce qu'on va aller très vite. Il y a des citations, c'est ce côté décalé. Oh là là, on voit que Priscilla attendait. C'est parti. Citation, je vous dis peut-être que vous ne connaissez pas. Aucune citation n'est destinée à personne, mais bon, s'il tombe en jardin bon, d'accord, c'est juste votre côté décalé après avoir bien évidemment détaillé, développé, épluché un peu les termes que vous voulez nous inviter. C'est ce petit côté décalé. Je suis impatient de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Les citations, c'est parti. On va commencer par vous, alors, Jérôme. Il suffit de le lire. Alors, il faut lire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Certains jours, c'est dur. Certains jours, c'est dur de trouver la motivation. Puis d'autres jours, c'est la motivation qui vous trouve. Voilà. Et l'image parle d'elle-même, en fait. Après, c'est la manière dont on... Je crois que le président du club cycliste aura peut-être trouvé une bonne manière de motiver ces cyclistes. Voilà. Ça bouge. Priscilla, on enchaîne. Depuis que j'ai commencé à emballer mes poubelles comme ça, mes voisins sont polis, ils disent bonjour avec le sourire et mettent la musique très basse. Je vais commencer à faire ça aussi. Voilà, c'est un petit collier qu'on envoie. Voilà, c'est parti. On enchaîne. Il est très difficile d'oublier quelqu'un qui t'a donné tant de souvenirs. C'est vrai. Ça rappelle, ça. Alors, quand tu finiras de parler de moi en mal, n'oublie pas de leur dire tout le bien que j'ai fait pour toi. Alors, honnêtement, vous pouvez pas, ça ne peut pas tomber mieux. En fait, je dédicace cette petite... alors, je lis déjà. Quand tu finiras de parler de moi en mal, n'oublie pas de leur dire le bien que j'ai fait pour toi. D'accord, on a compris. Voilà. Je vais vous donner ces citations-là. Je vais rajouter bisous. Bisous. Oh là là. Dis donc, c'est bien tombé. Allez, on enchaîne. Voilà, alors ça, c'est... Voilà, vous comprenez un petit peu, ça, c'est le docteur. Boire le thé la nuit détruit le rein. Ça, c'est Yann qui arrive chez le médecin. Et il dit, mais j'accepte, mais comment que vous savez que le thé, c'est qu'il fait nuit. Voilà, c'est le côté décalé, voilà. Donc très bien. Voilà, donc voilà. Il a bien répondu. Voilà.
Non, c'est ça aussi. Sans parole, l'histoire sans parole. Chaque monde a une façon de déterminer un petit peu les choses. Voilà. Jérôme dit. Il y a des gens qui mangent avec leur téléphone, dorment avec leur téléphone, vont aux toilettes avec leur téléphone, mais quand tu les appelles, ils ne répondent pas. Alors, je vais la dédicacer. Vous l'envoyez à quelqu'un? Non. En fait, moi, j'utilise beaucoup mon téléphone. Je reconnais. Aux toilettes aussi, pardon. Mais moi, je rappelle par contre. C'est bien. Priscilla. Quand un peuple hurle plus fort pour un 2-0 que contre un 49-3, l'état d'urgence, c'est ça, pas faux. Un peuple submergé par la médiocrité se condamne à l'échec et à la misère quand il en connaît plus sur le football que sur ses propres droits, quand il crie plus fort pour un but que pour une injustice et quand il exige plus d'un joueur que de ses dirigeants. J'aime pas trop ce genre de choses, mais bon, il y a... Il y a une grosse part de vérité. Il y a de la vérité, mais bon. De vérité. Par contre, effectivement, là, il va falloir se bouger. Ah, il va falloir bouger. Il va falloir vraiment se bouger. Et dès jeudi. Kevin Ira? Quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Maintenant, quand je vois ma facture d'électricité, j'ai peur de la nuit. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça. Les gens ont tellement de choses positives à dire sur moi, mais tu dois mourir d'abord. Sur toi, pardon, mais tu dois mourir d'abord. Effectivement. Pas faux. C'est vrai aussi. Ouais, mais... oui, non, c'est très vrai, mais le contre-pied est vrai aussi, parce qu'on dit... En fait, les gens disent beaucoup de mal aussi de toi lorsque tu es vivant. Aussi, c'est vrai. Voilà. Et quand on n'est plus là, il était bon. Exactement. Quand on est plus là, il était bon. C'est bon, derrière, voilà. Donc à 18 ans, on demande 5 années d'expérience. À 45 ans, tu es trop vieux pour travailler. Et à 62 ans, tu es trop jeune pour prendre ta retraite. Les choses un peu bizarres quand même. Mais bon, jeudi va régler tout ça. Fini? C'est bon? Dernier. Il y aura des moments dans ta vie où tu devras choisir entre être aimé ou être respecté. Choisis toujours le respect, car l'amour sans respect est toujours éphémère, alors que le respect peut avoir le temps, avec le temps, se transformer en amour durable. Je vais vous l'envoyer aussi, ça va nous... Ça, c'est... On va vous l'envoyer, c'est pas nous. On achète Priscilla, parce qu'on arrive... Ah. Non. C'est horrible. En plus, ça va. Tu aimes les femmes intelligentes? Non, c'est toi que j'aime. Ah, mauvais. La dernière, je pense que c'est bon, c'est la dernière. Mais c'est terminé. C'est terminé. Ah non. C'est pas fini. Ça tombe sur ah non. Deux moutons se regardent. C'est pas mauvais aussi. Ça peut parler autrement. On peut voir ça différemment. Hein. Oh non. Vice-président. Qu'est-ce qu'on vous fait? Oh, non. Voilà, on termine avec le sourire. C'est le prochain rendez-vous. Je crois que c'est pour vendredi. Vendredi, ce sera avec Richard. Et donc, on sera autour, bien sûr, du live du week-end. Avec, bien sûr, cette coupe vive qui sera sur l'antenne de Canal 10, et donc vous pourrez retrouver Richard avec ses invités vendredi soir, et bien sûr on se retrouvera aussi samedi pour donc le direct sur cette coupe vive. Voilà, je salue Charles Fiopion, Christian Bégarin, et puis toute une famille qui est en détresse aussi du côté de Sainte-Anne, Madame Christiane Ducalcon, la famille chérie, toutes nos condoléances, et force et courage, puisque c'est vrai que c'est pas facile de perdre un être cher. Voilà, merci en tout cas pour cette attention que vous nous portez, vous nous apportez également. Juste un petit coup, Juste un petit coucou à mes amis du groupe Paris Sportif. Ils vont se reconnaître pour pas que je les oublie. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Accordez-moi 5 secondes. Parce que, en fait, ce soir, j'ai fait une énorme bêtise. Je vous ai parlé de la cérémonie et j'ai oublié une collègue. Et je lui demande pardon, en fait. Devant toute la Guadeloupe, je lui demande pardon. C'était vraiment pas voulu, Nora. Excuse-moi, je t'embrasse très fort et je te vois demain matin. Priscilla. Nora Jules. C'est bon? Ok, parfait. Très bien, merci. Rentrez bien. Bonne soirée. Attention à ce délicieux poison qui est le sucre. Faites attention. Et puis, vendredi, 19h, avec Richard Etienne et c'est vous, Mérida. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Bonne soirée.